Il était une fois, dans le village de Nyanza, un fin voile de brume se dissipait lentement sous l'ardeur du soleil levant, tandis que les cris des coqs résonnaient dans l'air. C'était un de ces matins comme tous les autres, où les premières heures étaient marquées par l'agitation silencieuse des villageois se préparant pour une journée de dur labeur. Anata, assise sur un tabouret en bois mal équilibré, observait sans un mot sa mère qui s'affairait à préparer un maigre petit déjeuner à base de manioc. Le feu crépitait doucement dans le foyer de terre, lançant des ombres sur le visage ridé de la femme qui semblait porter toute la fatigue du monde sur ses épaules voûtées. Anata était une jeune fille d'une beauté saisissante, même si la pauvreté et les difficultés de la vie quotidienne avaient marqué son corps. Ses cheveux crépus, qu'elle peinait à entretenir, étaient coiffés en tresses simples. Ses yeux, d'un noir profond, brillaient toujours d'une lueur de détermination malgré la fatigue. Elle avait une peau sombre et lisse, une beauté brute que même le dur travail dans les champs n'avait pas réussi à ternir. Ses traits étaient fins, mais son corps, bien que maigre, était fort, forgé par des années de travail sous le soleil ardent. Ce matin-là, comme tant d'autres avant, la faim lui tordait le ventre, mais elle ne disait rien. Elle savait que sa mère faisait tout ce qu'elle pouvait. Depuis la mort de son père, 3 ans plus tôt, c'était elle qui avait pris en charge la famille. Elle cultivait seule le petit champ de manioc que leur père avait laissé derrière lui, mais la récolte était souvent maigre. Les pluies étaient irrégulières, et la terre, appauvrie par des années de culture intensive, ne donnait plus autant qu'avant. « Tu penses encore à ton départ, n'est-ce pas » demanda sa mère sans la regarder, brisant le silence qui pesait dans la pièce. Anata hocha la tête doucement. Le jour où elle quitterait définitivement ce village approchait, et elle ne pouvait s'empêcher d'y penser sans cesse. Elle venait de terminer ses études au lycée d'enseignement secondaire du village et devait maintenant partir pour Yaoundé, pour intégrer l'université de Yaoundé. L'idée même de cette grande ville l'effrayait autant qu'elle la fascinait. « Il ne reste plus rien ici pour moi, maman » murmura-t-elle, son regard fixant la flamme vacillante du feu de cuisson. « Si je ne pars pas, je finirai par vivre comme toi, à gratter la terre, à lutter pour chaque grain de maïs. Je ne veux pas ça. Je sais, Anata. Je sais. Et c'est pourquoi je veux que tu partes. Ce village n'a rien d'autre à t'offrir que des souffrances. Mais souviens-toi, où que tu ailles, n'oublie jamais d'où tu viens. » Le lendemain matin, le départ fut sobre. Anata avait emballé ses quelques effets personnels dans un vieux sac usé que son frère aîné lui avait envoyé depuis Yaoundé. Il était en ville depuis 2 ans maintenant, étudiant à l'université, et il avait promis à leur mère qu'il prendrait soin de Anata lorsqu'elle viendrait le rejoindre. Sa mère l'embrassa une dernière fois, les larmes aux yeux mais sans un mot. Il n'y avait pas besoin de discours longs et émouvants. Les adieux étaient silencieux, comme si parler aurait rendu les choses encore plus difficiles. Elle avait entendu tant de récits sur Yaoundé, ses lumières, son agitation constante, ses quartiers pleins de vie et de tentation. Elle arriva à la gare routière de Yaoundé en fin de journée, les jambes engourdies par les heures passées dans le bus. L'agitation de la ville la frappa immédiatement. Des gens couraient dans tous les sens, des voitures klaxonnaient bruyamment, des vendeurs ambulants proposaient leurs marchandises en criant. C'était un monde totalement différent de celui qu'elle avait quitté. Elle se sentit soudainement minuscule dans cette marée humaine. Mais elle n'avait pas le temps de se laisser submerger par l'angoisse. Son frère l'attendait. Il l'accueillit avec un large sourire, ses bras grands ouverts pour l'envelopper dans une étreinte chaleureuse. Paul, son grand frère, avait toujours eu ce côté protecteur, et en le voyant, elle sentit une bouffée de soulagement l'envahir. Paul n'avait pas beaucoup changé depuis la dernière fois qu'elle l'avait vu, si ce n'est qu'il semblait plus mature, plus assuré. Lorsqu'Anata posa pour la première fois ses valises dans la petite chambre de Paul, dans l'un des quartiers populaires de Yaoundé, elle ne s'attendait pas à ce que sa vie prenne une tournure aussi étrange, aussi rapidement. Le quartier où vivait Paul était un quartier vivant, presque bouillonnant d'activité à toute heure. Les rues étroites étaient bordées de petites maisons en parpaing gris, alignées de manière chaotique, et entrecoupées de ruelles en terre battue. Ici, les vendeurs ambulants passaient régulièrement avec leurs chariots de fortune, criant leurs produits à travers des mégaphones tandis que des enfants jouaient au football avec des ballons faits de chiffon. La chambre que Paul louait était une modeste pièce unique au 3e étage d'un vieil immeuble, qui offrait une vue partielle sur les toits chaotiques de la ville. L'intérieur était spartiate, un lit de 2 places aux draps usés, un bureau en bois, une étagère garnie de livres d'université, et une petite télévision qui grésillait à cause des interférences constantes. Une fenêtre, trop petite pour laisser entrer beaucoup de lumière, ouvrait sur une ruelle animée, et le bruit incessant de la ville montait jusque dans leur petite chambre, jour et nuit. Anata, bien qu'heureuse de retrouver son frère après plusieurs années, ne pouvait s'empêcher de sentir un certain malaise s'installer dès les premiers jours. Ce n'était pas tant l'espace restreint qui les obligeait à partager le même lit après tout, ils avaient grandi dans la même maison, dormant souvent ensemble dans leur jeunesse.
C'était plutôt la manière dont Paul la regardait parfois, avec une intensité qu'elle n'arrivait pas à interpréter. La journée, elle passait son temps à organiser son inscription pour l'université, à découvrir les environs ou à tenter de se familiariser avec cette nouvelle vie. Lorsque les deux étaient à la maison, Paul, à travers son téléviseur, écoutait souvent des documentaires. Sa sœur ne comprenait pas l'utilité de ce genre de documentaire. Paul, remarquant le désintérêt de sa sœur par rapport à ce genre de contenu, commença à lui expliquer ce contenu. Il lui faisait comprendre qu'en Égypte antique, l'inceste royal était une pratique courante, surtout parmi les pharaons, et que les mariages entre frères et sœurs, et parfois entre parents proches, étaient considérés comme une manière de préserver la lignée divine. Les pharaons étaient perçus comme des dieux sur terre, descendants du dieu Amon-Ré, et le mariage au sein de la famille royale était justifié par cette croyance divine. Il prenait des références bibliques comme l'histoire de Lot et ses filles ou l'histoire de Tamar et Amnon. Mais son histoire préférée était celle de Abraham et Sarah. Ces derniers étaient le couple fondateur du peuple hébreu alors qu'ils étaient frères et sœurs. Malgré ces histoires bizarres sur l'inceste au quotidien, tout se passait très bien et Paul était vraiment un modèle pour elle. Il s'occupait très bien d'elle. Cependant, au bout de quelques semaines, des changements subtils commencèrent à se produire. Anata remarqua que Paul devenait de plus en plus tactile. Au début, elle ne s'en inquiéta pas trop. Après tout, ils étaient proches, et l'affection entre frères et sœurs n'était pas inhabituelle. Mais peu à peu, ses gestes prirent une tournure plus étrange. Il posait parfois sa main sur son épaule un peu trop longtemps, ou la frôlait de manière insistante lorsqu'ils se croisaient dans la petite pièce. Une nuit, alors qu'ils étaient couchés, Anata sentit sa main se poser sur sa taille. Elle se raidit immédiatement, mais Paul retira sa main aussi rapidement qu'il l'avait posée, sans un mot. Elle se convainquit que c'était un geste innocent, peut-être même accidentel. Cependant, ce genre de moment devint plus fréquent. La nuit, Anata se sentait observée, comme si, dans le silence de la pièce, Paul la regardait pendant son sommeil. Parfois, elle se réveillait en sursaut, la respiration haletante, avec cette sensation oppressante d'être prise au piège dans une situation qu'elle ne contrôlait pas. Elle essayait de se rassurer, de se convaincre que c'était son imagination, mais quelque chose en elle savait que ce n'était pas normal. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble à la petite table en bois près de la fenêtre, Paul brisa enfin le silence qui pesait sur eux depuis plusieurs jours. « Anata, je me demandais, ça ne te dérange pas de partager la chambre avec moi, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sa voix teintée d'une douceur étrange. Anata releva la tête, surprise par la question. Elle fronça légèrement les sourcils, cherchant à comprendre ce qui se cachait derrière ces mots. « Non, pas vraiment. Je veux dire, c'est un peu petit, mais je m'y habitue. » Cette conversation banale aurait pu s'arrêter là, mais le ton de Paul, la manière dont il l'avait regardé, semèrent un doute profond dans l'esprit de Anata. Pourquoi cette question tout d'un coup? Était-ce juste de la prévenance? N'y avait-il quelque chose de plus derrière ces paroles? Elle n'avait pas de réponse, mais son instinct lui disait de se méfier. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable entre eux. Paul continuait de montrer des signes d'affection de plus en plus ambigus, et Anata, bien qu'initialement troublée, commençait à ressentir quelque chose d'étrange. Une part d'elle se sentait flattée par l'attention que son frère lui portait. Elle s'était toujours sentie protégée par lui, mais cette protection prenait désormais une forme différente, plus intime, presque exclusive. Une nuit, alors que la pluie battait contre les fenêtres et que les éclairs zébraient le ciel de Yaoundé, Anata fut réveillée par une sensation familière. La main de Paul, chaude et pesante, était posée sur sa hanche. Cette fois, il ne la retira pas. Elle resta immobile, les yeux grands ouverts, son cœur battant la chamade. Elle ne savait pas quoi faire. Elle aurait pu se lever, protester, mais quelque chose la retenait. Est-ce la peur, la confusion? Ou bien une curiosité morbide, une attirance qu'elle n'osait pas admettre? Anata, murmura Paul dans l'obscurité, sa voix basse et rauque. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Ces mots résonnèrent dans l'obscurité, lourds de sens. Elle savait qu'il parlait de plus que l'amour fraternel. Elle sentait l'ambiguïté, la confusion, et pourtant, elle ne pouvait se résoudre à bouger. Une part d'elle voulait croire que tout cela n'était qu'un malentendu, que tout rentrerait dans l'ordre si elle faisait comme si de rien n'était. Mais Paul continua. Lentement, il approcha son visage du sien, et dans l'ombre, Anata sentit son souffle chaud sur sa joue. Elle savait ce qui allait se passer, mais au lieu de le repousser, elle resta immobile, figée par une force invisible. Leurs lèvres se touchèrent brièvement, un contact presque innocent, mais qui brûla comme une braise dans le cœur de Anata. Le lendemain matin, elle se leva tôt, le corps engourdi, l'esprit en ébullition. Elle avait à peine dormi, hantée par ce baiser volé dans l'obscurité. Pendant toute la journée, elle évita le regard de Paul, mais lui agissait comme si de rien n'était, comme si la nuit précédente n'avait jamais eu lieu. Elle voulait fuir, s'éloigner de cette situation malsaine, mais d'un autre côté, elle ne pouvait nier l'attirance qu'elle commençait à ressentir pour son propre frère. C'était insensé, impensable, et pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de penser à lui autrement.
Elle se surprit même, à plusieurs reprises, à guetter ses gestes, à attendre ses gestes d'attention avec une anticipation coupable. Les semaines passèrent, et leur relation continua de glisser lentement mais sûrement vers quelque chose de plus sombre, de plus intime. Les nuits étaient devenues le théâtre de leurs échanges silencieux, où les caresses remplaçaient les mots, où les tabous étaient brisés dans le secret de leur petite chambre. Anata se détestait pour ce qu'elle faisait, mais elle ne pouvait s'empêcher de désirer ces moments interdits. Un soir, tout bascula. Il était tard, la ville s'endormait lentement, mais dans cette chambre étroite, l'atmosphère était tendue. Anata était allongée sur le lit, son dos tourné vers Paul. Elle sentait sa présence derrière elle, comme un souffle chaud qui effleurait sa nuque. Le silence était lourd, ponctué seulement par leurs respirations irrégulières. Puis, elle sentit sa main. D'abord sur son épaule, doucement. Elle frissonna. Ce contact, autrefois si anodin, lui semblait maintenant empli de promesses et de dangers. Sa main glissa le long de son bras, puis plus bas, effleurant son dos, avant de se poser sur sa hanche. Anata ferma les yeux, son cœur battant à tout rompre. Tout en elle criait que c'était mal, mais une autre part, plus sombre, plus profonde, la poussait à rester immobile, à ne pas fuir. Paul se rapprocha, ses lèvres frôlant son oreille. « Anata » murmura-t-il d'une voix douce, presque hypnotique. « Ce n'est pas mal, tu sais. Les autres ne peuvent pas comprendre. Mais nous, on sait que c'est différent. » Ces paroles, elle les avait entendues tant de fois. Mais ce soir, elle semblait trouver un écho en elle, une part de son âme qu'elle ne comprenait pas elle-même n'attendait que ça. Ces mots vibraient à l'intérieur d'elle, la rendant plus vulnérable. Et avant qu'elle ne puisse réagir, ses lèvres étaient sur les siennes. Le baiser fut d'abord doux, presque excitant comme s'il attendait qu'elle se retire, qu'elle mette un terme à cette folie. Mais Anata ne bougea pas. Ses propres lèvres répondirent à son frère. Ce qui était interdit, impensable, était en train de devenir une réalité. Leurs corps se mêlèrent dans l'obscurité de la chambre. Ce fut un moment à la fois terrifiant et enivrant. Anata ressentit une vague de sensations contradictoires, la peur, la culpabilité, mais aussi un désir brut, un besoin viscéral d'être touchée, aimée. Elle s'abandonna à ce moment, à Paul, à ce qui était désormais leur secret. Ce soir-là fut leur première fois. Elle savait qu'elle avait aimé ce moment mais, elle ne voulait pas se l'avouer. Les jours suivants, Anata marchait dans les couloirs de l'université comme une étrangère dans son propre corps. Rien ne semblait réel. Elle avait franchi une limite qu'elle ne pensait jamais atteindre. Elle avait cédé, et pire encore, elle s'était surprise à désirer ces moments volés. Ce qui avait commencé par une violation était devenu une relation, une dynamique secrète entre eux. Chaque soir, après ses cours, elle rentrait chez eux, l'esprit embrouillé, partagé entre la honte et une étrange forme de satisfaction. Paul l'attendait souvent, un sourire en coin, ses yeux la suivant comme s'il la possédait. Et dans ces moments, elle se sentait à la fois piégée et attirée. Elle savait que ce qu'il faisait était mal, mais une part d'elle ne pouvait s'empêcher de l'attendre, de vouloir plus. Ils partageaient maintenant non seulement le même lit, mais aussi des gestes qui ne devraient jamais exister entre un frère et une sœur. L'amour qu'elle croyait simple, familial, avait évolué en quelque chose de plus sombre, de plus complexe. Elle se surprenait parfois à l'observer avec envie, à attendre ses caresses, ces mots doux qui la rassuraient, même dans ce tourment. Mais cet amour avait un prix qu'elle n'avait pas encore pleinement réalisé. Très vite, ce qui aurait dû rester une relation secrète et coupable devint pour Anata une véritable obsession. Elle voulait Paul pour elle seule. L'idée de le partager, même en amitié, avec d'autres filles la rendait folle de jalousie. Elle ne supportait plus qu'il parlât à une autre femme, même si c'était pour des raisons anodines. Elle se souvenait d'une soirée où ils étaient allés à une fête d'étudiants. Paul avait discuté avec une fille du quartier, une étudiante également. Leur conversation semblait innocente, mais pour Anata, c'était une trahison. Elle observait Paul de loin, son sourire charmeur, ses gestes détendus, et quelque chose se brisa en elle. Cette nuit-là, lorsqu'ils rentrèrent, elle éclata de colère. Ce n'était plus la Anata douce et silencieuse qui se tenait devant lui, mais une femme en proie à une rage incontrôlable. « Pourquoi tu lui parlais » demanda-t-elle, les yeux brillants de larmes. « De quoi tu parles » répondit Paul, visiblement surpris. « Cette fille. Je t'ai vu avec elle. Pourquoi tu lui souriais comme ça ? Pourquoi tu l'as laissé te toucher le bras ?» Paul, d'abord amusé par la situation, réalisa rapidement que Anata était sérieuse. Tenta de la calmer, mais rien n'y faisait. Elle était inconsolable, sa jalousie transformée en fureur. « Tu es à moi, Paul. Tu m'appartiens » cria-t-elle, les poings serrés. « Tu n'as pas le droit de parler à d'autres filles. » Paul la fixa, un mélange de surprise et de satisfaction dans le regard. Comprit alors à quel point il avait pris le contrôle sur elle. Elle n'était plus simplement sa sœur, elle était devenue sa compagne, sa maîtresse, et cette possessivité, bien que destructrice, lui donnait un certain pouvoir. Mais au fond de lui, il savait que cette situation ne pouvait pas durer. Ce qui avait commencé par des caresses furtives dans l'obscurité,
teintée de culpabilité, s'était muée en une liaison malsaine. Chaque jour, elle sombrait davantage dans une spirale d'isolement et de confusion. Anata avait toujours été une jeune femme sociable. Au village, elle avait une petite bande d'amis avec qui elle partageait des éclats de rire et des confidences. Arrivée à Yaoundé, elle s'était également fait de nouveaux amis, des filles comme elle, venues de petits villages pour poursuivre leurs études. Mais, depuis que sa relation avec Paul avait franchi cette ligne interdite, quelque chose en elle avait changé. Elle ne sortait presque plus. Les rares moments où elle acceptait de rejoindre ses amis pour un café ou une soirée étudiante étaient devenus des épreuves. Elle souriait, mais son esprit restait ailleurs. Chaque conversation anodine semblait porter en elle la menace que quelqu'un, à un moment donné, découvrirait son secret. Anata vivait désormais dans une peur permanente. La peur que ses gestes la trahissent. La peur que ses paroles, même les plus banales, révèlent l'inavouable. Alors, elle se taisait, évitait les questions personnelles, se coupait peu à peu du monde extérieur. Son téléphone, autrefois vibrant sans cesse de messages et d'appels, était maintenant silencieux. Plus elle se coupait du monde, plus elle se persuadait que Paul était la seule personne en qui elle pouvait avoir confiance. Elle se réfugiait dans leur relation, même si elle savait qu'elle n'était pas saine. À l'université, ses camarades avaient commencé à remarquer son absence. Elle qui était toujours partante pour une sortie ou un moment de détente entre cours, se montrait désormais distante. Lorsqu'elle venait en cours, elle restait souvent à l'écart, plongée dans ses pensées. Personne ne comprenait ce qu'elle traversait. Personne ne pouvait imaginer la réalité de sa vie derrière ses silences et ses sourires forcés. Anata s'enfonçait peu à peu dans un isolement total. Le jour où Anata découvrit qu'elle était enceinte fut l'un des plus bouleversants de sa vie. Elle se tenait debout dans la petite salle de bain de leur appartement, fixant avec horreur le test de grossesse qu'elle venait de faire. Le résultat, pourtant attendu, semblait irréel, positif. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Comment cela avait-il pu arriver ? La question résonnait en boucle dans son esprit, même si elle connaissait la réponse. Elle porta une main tremblante à son ventre, réalisant que la vie qu'elle portait était celle de Paul, son propre frère. Elle sentit un haut le cœur monter en elle, un mélange de dégoût et de terreur. Ce qui aurait dû être un moment de bonheur pour une femme normale, un futur plein de promesses, n'était pour elle qu'un cauchemar réveillé. Pendant des jours, Anata garda cette nouvelle pour elle. Elle n'osait en parler à Paul, de peur de sa réaction. Elle savait qu'il comprendrait immédiatement l'ampleur du désastre. Comment pourrait-il cacher une grossesse ? Comment expliquer au monde que l'enfant qu'elle portait était celui de son propre frère ? L'idée même la terrifiait. Les nuits passaient, et Anata ne trouvait pas le sommeil. Elle se tournait et se retournait dans le lit qu'elle partageait avec Paul, essayant de chasser les pensées noires qui l'assaillaient. Mais l'idée de cet enfant, grandissant en elle, la rendait malade d'angoisse. Elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi, mais elle ne voyait aucune issue à cette situation. Un soir, alors qu'ils étaient allongés côte à côte, Anata finit par craquer. Ses émotions, jusqu'alors contenues, débordèrent soudainement. Elle éclata en sanglots, et avant même de pouvoir se retenir, les mots jaillirent de sa bouche. « Paul, je suis enceinte. » Le silence qui suivit fut long, insupportable. Paul ne bougeait pas, ne parlait pas. Anata n'osait pas lever les yeux vers lui, terrifiée par ce qu'elle allait y lire. Finalement, il se redressa, l'air figé. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Sa voix, d'ordinaire calme et rassurante, avait une note de panique. Anata sentit une boule se former dans sa gorge. Elle ne parvenait plus à parler, envahie par la honte. Comment pourrait-elle expliquer l'inexplicable ? Mais elle n'avait plus le choix, maintenant que la vérité était sortie. Le test, il est positif. Je suis enceinte. Paul se leva brusquement du lit, se passant les mains sur le visage. Il marcha nerveusement dans la pièce, les sourcils froncés, comme s'il cherchait une solution à une équation impossible. « Et qu'est-ce qu'on va faire ?» finit-il par dire, sa voix tremblante. Anata n'avait pas de réponse. Elle-même ignorait ce qu'ils allaient faire. Comment pouvait-on répondre à une situation aussi complexe, aussi tragique ? Ils étaient désormais confrontés à une réalité qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Les jours qui suivirent cette révélation furent marqués par une tension constante entre eux. Anata évitait Paul autant qu'elle le pouvait. Elle ne pouvait plus supporter son regard, un regard qui lui rappelait sans cesse l'horreur de leur situation. De son côté, Paul semblait tout aussi désemparé. Lui qui, autrefois, exerçait un contrôle total sur leur relation, se retrouvait soudain vulnérable, dépassé par les événements. Anata passait ses journées enfermée dans l'appartement, à ressasser les mêmes pensées, à se demander comment ils allaient s'en sortir. L'idée de l'avortement lui avait traversé l'esprit, mais elle ne pouvait s'y résoudre. Elle n'avait jamais imaginé être confrontée à un tel choix, encore moins dans ces circonstances. L'idée d'élever un enfant issu de cette union interdite la terrorisait. Comment pourrait-elle expliquer à cet enfant qui était réellement son père ? Comment pourrait-elle vivre avec ce mensonge toute sa vie ? La décision de cacher cet enfant, leur enfant,
s'imposa à eux comme une évidence. Mais derrière cette décision se cachaient des conséquences imprévisibles, celles qui allaient hanter Anata pour le reste de sa vie. Paul avait toujours été celui qui prenait les décisions pour eux deux. Dès le moment où Anata lui avait annoncé sa grossesse, il avait pris le contrôle de la situation, tentant de trouver une solution, aussi désespérée soit-elle. Après plusieurs jours d'angoisse, ils tombèrent d'accord sur un plan. Ils allaient cacher l'enfant. Personne ne devait savoir qu'il était né de leur relation, une relation qui, si elle venait à être découverte, pourrait détruire leur vie à jamais. Ils décidèrent que Anata resterait à Yaoundé jusqu'à l'accouchement, loin des regards curieux de leur famille et de leurs proches. Pour cela, ils élaborèrent une série de mensonges complexes, notamment à destination de leur mère et de leurs amis du village. Paul prit l'initiative de rassurer leur mère, en lui disant que Anata était débordée par ses études et qu'elle ne pourrait pas rentrer avant un moment. Il lui envoya même des photos truquées de Anata, prises dans des moments où elle ne portait pas encore de signes visibles de grossesse, afin d'apaiser ses inquiétudes. Anata, quant à elle, s'enfonçait chaque jour un peu plus dans le mensonge, soutenant cette version des faits auprès de sa mère lorsqu'elle se parlait au téléphone. Les mois passèrent, et Anata vivait une grossesse solitaire et terrifiante, coupée du monde extérieur. Paul, bien qu'essayant de la soutenir, restait distant et préoccupé. Il passait de longues heures dehors, soit à l'université, soit à chercher des solutions pour gérer la situation après la naissance. Anata se sentait seule, en proie à des sentiments contradictoires. Elle oscillait entre l'amour pour cet enfant qu'elle portait, et le dégoût de la situation dans laquelle elle se trouvait. Lorsque le jour de l'accouchement arriva, ce fut Paul qui organisa tout. Ils décidèrent que Anata n'accoucherait pas dans un hôpital public de peur que des amis ou connaissances ne la croisent. Paul fit appel à une sage-femme qu'il connaissait vaguement, une femme discrète, habituée à ce genre de situation où la discrétion était de mise. L'accouchement eut lieu dans une petite clinique privée de Yaoundé. Tout se passa dans le silence et la clandestinité. Anata, après des heures de douleur, donna naissance à une petite fille. Le moment où elle posa les yeux sur cet enfant, elle ressentit une vague d'émotions incontrôlables. L'amour maternel, intense et immédiat, se mêlait à une culpabilité dévastatrice. Quelques mois après l'accouchement, Anata ressentit le besoin urgent de s'éloigner de Yaoundé, de cette vie où chaque jour elle devait vivre avec le poids de sa décision. Paul, bien que réticent au début, finit par accepter. Il suggéra qu'elle retourne temporairement au village, sous prétexte de rendre visite à leur mère. Cela permettrait de donner l'impression qu'elle menait une vie normale et de dissiper tout soupçon qui pourrait naître de son absence prolongée. Cependant, ils prirent une décision déchirante, Anata partirait seule. L'enfant, leur fille, resterait avec Paul à Yaoundé. C'était la première fois que Anata s'éloignait de son enfant depuis la naissance, et cela lui déchirait le cœur. La séparation fut difficile. Les pleurs de l'enfant résonnaient encore dans ses oreilles alors qu'elle montait dans le bus qui la ramenait au village. Elle avait l'impression de trahir sa fille, de l'abandonner. Lorsqu'elle arriva au village, sa mère l'accueillit avec un sourire chaleureux, ignorant tout de ce qui se tramait dans la vie de sa fille. Anata sentit une vague de soulagement mêlée de culpabilité l'envahir. Être de retour au village lui rappelait des temps plus simples, avant que tout ne devienne si compliqué. Pourtant, chaque instant passé ici était marqué par une angoisse sous-jacente. Elle vivait avec la peur constante que quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, découvre son secret. Pendant ces quelques semaines passées au village, Anata vivait dans l'angoisse, vérifiant constamment son téléphone pour s'assurer que tout allait bien à Yaoundé. De retour à Yaoundé après son séjour au village, Anata se retrouva à nouveau face à la réalité de sa vie. L'enfant qu'elle avait laissé derrière elle était toujours là, mais quelque chose avait changé en elle. Le poids de la culpabilité s'était intensifié. Chaque regard posé sur sa fille lui rappelait la situation dans laquelle elle s'était mise. Cet enfant, qu'elle aimait de tout son cœur, était aussi la preuve vivante de son péché, de cette relation avec son frère qui allait à l'encontre de toutes les normes morales et sociales. La culpabilité devenait insupportable. Anata se tenait devant la porte, les mains tremblantes, le cœur battant à tout rompre. Elle savait qu'une fois qu'elle franchirait cette ligne invisible, rien ne serait plus jamais pareil. Ses pensées étaient embrouillées, tiraillées entre deux mondes, celui qu'elle avait toujours connu, celui de l'amour interdit qu'elle partageait avec son frère Paul et celui qu'elle souhaitait, une vie libérée de ce fardeau écrasant. Mais pouvait-elle vraiment choisir l'un ou l'autre? Pouvait-elle réellement échapper à ce cycle qui la définissait depuis si longtemps? Elle fixait le sol, cherchant un signe, une réponse qui viendrait apaiser la tourmente qui grondait en elle. À cet instant, elle réalisa qu'il n'y avait peut-être pas de réponse claire, pas de solution miraculeuse à son dilemme. Elle se trouvait à un carrefour de sa vie où chaque choix portait son lot de souffrance et de sacrifices. Alors qu'elle se tenait là, au seuil de cette décision cruciale, elle sentit que le véritable dilemme n'était pas entre l'amour et la liberté, mais entre la peur et le courage. Pouvait-elle trouver en elle la force de briser les chaînes de cette relation, ou resterait-elle prisonnière, paralysée par la peur de l'inconnu? Le bruit de la porte d'entrée résonna soudain dans le silence de l'appartement. Paul était rentré. Il l'appela doucement, et lui demanda où elle partait.
sa voix résonnant comme une ombre familière dans l'obscurité de ses pensées. Anata ferma les yeux un instant, sentant la tentation de céder une fois de plus, de retomber dans ses bras et d'oublier, ne serait-ce que pour un instant, la complexité de leur situation. Mais cette fois-ci, quelque chose était différent. Pour la première fois, Anata sentit que la décision ne dépendait que d'elle. Qu'elle choisisse de rester ou de partir, ce serait son choix, son chemin. Le silence s'étira, et pendant quelques secondes, le temps sembla s'arrêter. Elle n'était pas prête à donner une réponse, ni à Paul, ni à elle-même. L'histoire de Anata se termine ici, dans cette incertitude. Elle est coincée entre deux réalités, deux vérités qui s'affrontent. D'un côté, l'amour dévorant pour son frère, de l'autre, ce besoin viscéral de s'en libérer. Son destin, pourtant si proche de se révéler, reste flou, en suspens. Que ferions-nous face à un tel dilemme? Que ferions-nous si l'amour et la moralité entraient en conflit de cette manière? Il n'y a pas de réponse facile. La fin ouverte de cette histoire souligne l'ambiguïté des tabous sociaux et des choix de vie impossibles. Anata, en fin de compte, représente bien plus qu'elle-même, elle est le symbole des dilemmes que chacun d'entre nous peut être amené à affronter, où la morale, les émotions et la raison s'entremêlent dans un labyrinthe sans issue apparente.